Nous passons maintenant à Gabriela Goldin, qui est chercheuse à l'Universidad Nacional Autónoma de México et qui a fait sa thèse auparavant à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, thèse soutenue en 2020 avec Antoine Lilti, et dont le titre était « Voix créole, les savants de la Nouvelle-Espagne, entre Mexico et l'exil italien, 1767-1814 ». Alors, si mes informations sont exactes, elle travaille actuellement sur un projet de recherche autour de réformisme et réaction dans les Lumières mexicaines, exploration des tensions entre science et religion à partir des écrits de José Antonio Alzate sur le cannabis. Plus largement, elle a publié sur l'historiographie des Lumières. Il y a une forte dimension méthodologique dans son travail. Elle s'est aussi intéressée à toutes les questions méthodologiques que pose l'histoire globale. Et puis, et ce sera peut-être le lien entre les deux contributions qui vont venir, il y a une figure qui traverse sa recherche, qui est la figure de Rousseau, puisqu'elle a mené des enquêtes au sujet des lectures de Rousseau en Amérique latine. Alors, je lui donne la parole pour une conférence intitulée « Lumière mexicaine, l'émergence d'une catégorie historiographique ». Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Antoine Lilti de m'avoir invité, ce qui me fait une grande honneur, et merci à tous les collègues qui sont dans le colloque et dans le public. Donc, voilà, ma présentation va être beaucoup plus historiographique, mais j'ai mis plein de couvertures de livres dans le PowerPoint pour essayer de rendre ça plus facile à suivre. Donc, en 1950, l'écrivain, essayiste et poète Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990, publia Le labyrinthe de la solitude. Le livre s'ouvre sur la figure de l'adolescent qui fait face à sa solitude ontologique dans son passage entre l'enfance et l'âge adulte. Désormais, il doit élucider son être, soudain devenu un problème et une question. Cette métaphore des peuples en voie de croissance pose le but de l'essai de psychologie nationale. Il s'agit de comprendre l'essence et les singularités du Mexicain. Qui sommes-nous et comment réaliserons-nous ce que nous sommes en tant que Mexicains? Cette compréhension passe par l'histoire. Le réveil à l'histoire veut dire l'acquisition de la conscience de notre singularité, moment de pause réflexive avant de nous adonner au faire. Dans ce livre, devenu fondamental dans la compréhension historique du Mexique auprès du grand public, à la fois par son adoption dans la formation des maîtres de l'éducation nationale et par la force de son argument général qui est quelque chose comme nous les Mexicains, nous sommes les fils métis de la mère indigène violée par le conquéreur. Le XVIIIe siècle apparaît comme un moment de crise et de transition, à la fois accumulation des problèmes de la période coloniale et à la fois préparation des idées et du projet de l'époque nationale. L'on répète que le XVIIIe siècle prépare le mouvement de l'indépendance. En effet, la science et la philosophie de l'époque, dans les réformes scolaires d'hommes comme Francisco Javier Clavijero ou dans la pensée et l'action d'autres comme Benito Díaz de Gamarra et Antonio Alzate, ont été les antécédents intellectuels nécessaires au Grito de Dolores, c'est-à-dire au moment qui inaugure l'insurrection qui va donner lieu à l'indépendance du Mexique au bout d'une guerre de 10 ans. Mais l'on oublie que l'indépendance surgit quand plus rien ne nous unissait à l'Espagne, sauf l'inertie. La Nouvelle-Espagne s'éteint quand la foi cesse de la nourrir. Les traductions sont les miennes. Je n'ai pas eu le temps de chercher la traduction officielle en français, je suis désolée. Cette interprétation puise... Comme on va parler beaucoup de ces personnages, très rapidement, Francisco Javier Clavijero, c'est un jésuite exilé qui a exilé après l'expulsion des jésuites des territoires américains, enfin des territoires espagnols en 1767, qui a écrit La Storia Antica del México en Italie. Benito Díaz de Gamarra est un philosophe mexicain qui a écrit des éléments de philosophie moderne, et José Antonio de Alzate
et un prêtre aussi créole mexicain qui publie notamment, qui fait, comme vous voyez, beaucoup de sciences et qui publie les gazettes littéraires du Mexique. Donc, cette interprétation du XVIIIe siècle chez Octavio Paz puise dans les réflexions philosophiques et historiques des années 1930 et 1940 au Mexique qui, au sortir de la révolution mexicaine qui a duré de 1910 à 1920, ont cherché à rendre compte des origines de l'indépendance tout en participant de la consolidation de l'État post-révolutionnaire. Dans ces réflexions, le XVIIIe siècle marque les débuts de notre modernité. Dans les mots de Paz, projet et utopie sont inséparables de la pensée hispano-américaine depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et il est intéressant de remarquer que chez Paz, ce mouvement intellectuel qui prépare l'indépendance fait partie d'un mouvement intellectuel universel qui, au Mexique, commence au XVIIIe siècle. S'il n'utilise pas le mot illustration, qui serait la traduction en espagnol, l'équivalent en espagnol de lumière, on comprend bien qu'il s'agit des lumières et l'on voit bien qu'il y a des tensions fondamentales au cœur de cette interprétation. S'agit-il de lumières en dehors de l'Europe qui suivent un modèle européen ou s'agit-il au contraire de lumières spécifiques et si oui, de quelle façon? Donc c'est un peu la même question que les lumières nord-américaines, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. En fait, ces catégories, cette question sur est-ce que c'est des lumières européennes ou des lumières spécifiques, interroge les catégories mêmes. Doit-on parler de lumière en Nouvelle-Espagne, de lumière mexicaine, de la Nouvelle-Espagne à l'époque des Lumières? En réalité, ces catégories, ces différentes possibilités, ont une histoire, et la retracer revient à interroger la formation d'un champ historiographique qui s'est construit en dialogue constant avec des discussions historiographiques générales et qui a suivi les évolutions de l'historiographie des Lumières, tout en marquant des spécificités propres du cas mexicain, liées en bonne mesure à l'histoire du nationalisme mexicain. Dans l'analyse de ces différentes opérations historiographiques, je vais montrer qu'au cours des 100 dernières années, donc 1920-2020 plus ou moins, on est passé des Lumières en Nouvelle-Espagne aux Lumières mexicaines, et je vais analyser les implications politiques et idéologiques de ce passage, en mettant en relation différentes historiographies en anglais, en espagnol et en français. On peut distinguer, me semble-t-il, 3 grands moments dans l'histoire intellectuelle, dans le traitement de l'histoire intellectuelle du XVIIIe siècle mexicain. Le premier correspond aux années 1920-1950, pendant lequel il s'agit d'élucider les liens entre les Lumières et la Révolution française, et entre ces deux phénomènes et les guerres d'indépendance latino-américaines du début du XIXe siècle. Ensuite, des années 1960 aux années 1990, la catégorie de lumière mexicaine ou de Mexican Enlightenment apparaît. Enfin, depuis 20 ans, au XXIe siècle, les historiens, notamment nord-américains, reviennent sur les lumières mexicaines en proposant une lecture postcoloniale qui en fait non plus la périphérie, mais bien le centre des développements culturels de l'époque, ce que j'ai traduit par cette espèce de titulaire de journal, les lumières mexicaines. Donc, les Lumières et l'indépendance du Mexique. Pendant très longtemps, la question des Lumières en Amérique latine a été intrinsèquement liée à la recherche des origines des mouvements d'indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole, de la même façon que dans l'entre-deux-guerres, les chercheurs se sont penchés sur les origines intellectuelles de la Révolution française, tel Daniel Mornay, qui publie un livre avec ce titre en 1933. Et là, j'ai mis l'équivalent, en quelque sorte, au Mexique sur los precursores ideológicos de la independencia. Mais dans le cas mexicain, la question centrale est celle de la formation d'une identité nationale, question qui, depuis les années 20, obsède les penseurs tels José Vasconcelos, qui fait partie de la génération critique du positivisme du porfiriato, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, et cherche à affirmer les valeurs culturelles et esthétiques de ce qui est proprement mexicain ou latino-américain. Après la Révolution, il est nommé recteur de l'Université nationale, puis secrétaire de l'éducation publique. Et comme il le développe dans son livre La raza cósmica, paru en 1925,
Pour lui, l'Amérique hispanique a un potentiel pour commencer l'ère universelle de l'humanité par sa synthèse raciale des 4 races primitives du monde, dans une conception qui refuse le déterminisme biologique racial et mélange la race et la culture, et qui donne pour résultat le métissage, la race de bronze ou race cosmique ou 5e race, forgée donc par la synthèse des indigènes américains, de l'héritage hispanique, ainsi que de l'apport des Africains et des Asiatiques. Cette idéologie du métissage n'est pas simplement une analyse du passé, mais marque aussi la voie pour le futur. Il s'agit de poursuivre le mélange comme projet national pour avancer dans le processus de civilisation. Je sais que c'est compliqué comme conception, mais globalement, c'est ça. Au cours des années 1930 et 1940, ces interrogations sur le métissage et l'identité nationale mexicaine vont donner lieu à une pluralité de développements intellectuels et politiques. Par exemple, le philosophe Samuel Ramos propose à son tour une analyse du caractère mexicain fondée sur la psychologie adlérienne et la philosophie existentialiste de Ortega y Gasset, dans un essai publié en 1934 intitulé El perfil del hombre y la cultura en México, où il diagnostique au Mexique un complexe d'infériorité qu'une introspection nationale menant à l'acceptation de soi devrait résoudre. Pour cela, les Blancs mexicains doivent accepter d'être des Mexicains, cesser d'importer et d'imiter ce qui est étranger. Et dans ce travail d'introspection, il faut mieux comprendre la culture créole, donc ici dans le sens les Espagnols nés en Amérique, dans ces manifestations passées et présentes, afin de construire un modèle culturel qui permette aux Mexicains de sortir de leur sous-développement. Ce programme est suivi par l'Espagnol José Gaos, qui s'exile au Mexique en 1938 à cause de la guerre civile espagnole, qui était étudiant de Ortega y Gasset et professeur de philosophie et d'allemand, et qui devient professeur au Colegio de México, créé donc en 1940, où il forme toute une génération de philosophes et d'historiens qui ont développé la pensée de Ramos. Il traduit aussi les origines de l'esprit bourgeois en France par le philosophe allemand Bernhard Gruithuisen, et avec l'aide de ses collègues et de ses étudiants, il en prépare le pendant mexicain qui est resté manuscrit, mais qui est publié dans ses œuvres complètes, qui s'appelle « Le siècle de la splendeur au Mexique, histoire de la pensée en Nouvelle-Espagne entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle ». En guise de justification de son projet, il explique que le long du XVIIIe siècle est, selon lui, le siècle de la majeure splendeur intellectuelle autochtone qu'a pu avoir le Mexique, et que les idées de ce siècle sont un antécédent décisif d'un fait aussi important que dans l'histoire du Mexique, comme l'indépendance de l'Espagne. Dans l'histoire du Mexique, le XVIIIe siècle a été une période d'une grande importance du point de vue de la culture, de l'histoire de la culture en général et de la culture intellectuelle en particulier. En bref, pour 2 raisons essentielles. Dans ce pays, au cours de ce siècle, la science moderne est devenue suffisamment connue pour apporter des contributions de portée universelle et des applications originales et importantes pour le pays, donc d'un côté, et des idées en particulier politiques ont été introduites et diffusées dans le pays tout au long du siècle, ce qui a constitué un antécédent causal décisif de son indépendance. En résumé, la culture mexicaine du XVIIIe siècle pourrait se résumer à cette devise, modernité et mexicanité. On voit dans cette devise le projet et les sujets de recherche qu'il donna à ses étudiants qui ont marqué vraiment l'historiographie mexicaine du milieu du XXe siècle. Donc la rénovation de la culture mexicaine au milieu du XVIIIe siècle, notamment grâce aux jésuites. Leur œuvre, donc aux jésuites qui, notamment dans leur lutte contre la philosophie scolastique et leur introduction de la philosophie moderne. Leur œuvre pendant l'exil après l'expulsion de la Compagnie de Jésus en 1767, comme Clavijero qu'on a vu tout à l'heure, et la relation entre la rénovation de la culture mexicaine et l'indépendance politique. Même si ces travaux de ces étudiants, par exemple le travail de Mona Lisa Pérez Merchant, qui a étudié les papiers de l'Inquisition et qui n'a pas trouvé de lien direct entre la littérature subversive de la Nouvelle-Espagne
et le processus révolutionnaire de 1810. Donc même si ces travaux montraient que c'était beaucoup plus compliqué, l'interprétation liant les Lumières, la Révolution française et l'indépendance du Mexique via les collèges jésuites et les prêtres savants se répand dans la culture populaire et l'éducation nationale, comme on l'a vu avec l'exemple de Octavio Paz en début de mon exposé. Et donc ici, les origines intellectuelles passent moins par les idées proprement révolutionnaires que par la science moderne d'un côté et l'émergence d'une mexicanité proto-nationale de l'autre. Et ces deux versants ensemble permettraient de remettre en cause l'absolutisme de la monarchie espagnole. Donc là, j'ai mis vite, rapidement deux exemples de, par exemple, un livre sur José Antonio Alzate publié donc, par la Secretaría de Educación Pública qui est au Mexique, gère l'intégralité de l'éducation, qui montre ce passage entre les Lumières et l'indépendance. En faisant de la culture, il le faisait, c'est difficile à traduire en espagnol, mais il faisait de la patrie, et en faisant la patrie, il le faisait sur le plan de la culture. Proto-nationalisme, qui est un mélange éclectique de philosophie moderne et d'intérêt actif pour l'histoire ancienne du Mexique, et qui est assez séculaire. Dans l'historiographie nord-américaine, rapidement, avant de passer au deuxième temps, le thème du proto-nationalisme est moins pressant, aussi parce qu'on traite plus globalement Latine-Amérique en ensemble and the Enlightenment, comme le montre cet ouvrage édité par Arthur P. Whitaker en 1941, qui, par exemple, s'intéresse au rôle dual de l'Amérique latine dans les Lumières, étant d'un côté un exemple négatif pour les philosophes européens et un participant actif aux Lumières, notamment avec le développement des connaissances utiles. Et il est intéressant de remarquer qu'entre cette première édition et la deuxième édition de 1961, on ajoute un nouveau chapitre de Charles Griffin qui prend acte des développements de l'historiographie sur la Révolution française et les Lumières et rejette la relation de cause à effet entre les Lumières et l'indépendance latino-américaine, se concentrant plutôt sur la présence continue de diverses caractéristiques des Lumières dans le mouvement révolutionnaire. Ce rejet de la relation causale s'accentue au cours des années 1960 et 70 avec la diffusion de l'histoire quantitative et de l'essor de l'histoire sociale et économique dans une approche marxiste renouvelée qui s'est détournée de l'histoire intellectuelle des Lumières dans l'Amérique latine. Donc là, j'ai mis deux exemples de travaux sur le XVIIIe siècle mexicain du point de vue de l'histoire sociale et de l'histoire économique, qui montraient ensemble, par exemple, que la convergence de facteurs climatiques, politiques, économiques, sécheresse, famine, augmentation des prix du maïs et ressentiment populaire à l'égard de la population créole dans les années précédant 1808 et ressentiment des créoles à l'égard des péninsulaires, auraient créé un état d'agitation qui s'est reflété dans les conspirations autonomistes de 1808 et dans le déclenchement de la guerre de 1810. Donc, au fur et à mesure que l'historiographie de l'indépendance se détournait des origines politiques ou intellectuelles pour s'intéresser aux facteurs sociaux et économiques, la question des Lumières en Nouvelle-Espagne s'est subrepticement déplacée. Au lieu d'étudier les Lumières et la Nouvelle-Espagne, on a commencé à étudier les Lumières mexicaines en tant que catégorie à part entière. Par exemple, enfin, il me semble que c'est le livre qui, comment on dit en anglais, qui coins le terme. Ce livre de l'historien nord-américain jésuite lui-même, Charles Vernon, qui fait de Clavijero a figure of the Mexican Enlightenment et qui rejetait ce mythe Clavijero de modernisateur radical pour montrer qu'il avait participé avec un groupe d'autres jésuites à l'introduction de la philosophie moderne, mais qu'il n'a jamais rejeté l'essence de la philosophie aristotélicienne et est toujours resté fidèle à la foi chrétienne, s'inspirant
de l'historiographie du Christian Enlightenment et des développements sur les Lumières espagnoles comme Feijó. C'est également... donc ici, Clavijero, c'est moins le créateur de la nationalité mexicaine qu'un penseur du mouvement des Lumières, dans son versant ou sa manifestation mexicaine et catholique. C'est également dans les années 70 que les historiens mexicains ont poursuivi l'étude de ces Lumières mexicaines sous l'angle de l'histoire des sciences, avec une emphase sur l'entreprise du réformisme des Bourbons dans le domaine des sciences, avec notamment la création de nouvelles institutions savantes au cours de la décennie de 1780, et avec des points de vue opposés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pris deux exemples. Roberto Moreno de Los Arcos, qui est celui qui a fait le plus grand travail d'édition et de travail sur les sources de ces hommes savants du XVIIIe siècle, pour qui les Lumières ne sont pas seulement un système philosophique, mais un complexe d'idées et de pratiques, et pour qui c'est le moment après l'expulsion des Jésuites qui est le moment décisif, alors que l'historiographie précédente mettait plutôt l'emphase sur la rénovation au milieu du siècle par les Jésuites et leur œuvre qui reste latente jusqu'à son éclosion au cours de l'indépendance. Donc, après l'expulsion des Jésuites, avec notamment des personnes comme Alzate, c'est l'explosion de la science mexicaine qui donc est prise entre la science européenne et le besoin de l'adapter et de la faire coïncider avec les caractéristiques de la culture de la Nouvelle-Espagne elle-même. Donc, c'est intéressant qu'il propose une périodisation en trois parties. Donc, cette période créole, juste après l'expulsion des Jésuites, jusqu'au début de la création des institutions des Bourbons, comme le Collège des Mines et le Jardin botanique, le Collège des Beaux-Arts, etc. Donc, période créole, qui pour lui, c'est la période la plus intéressante. Ensuite, il y a la période officielle, où il y a notamment un grand conflit entre ces savants créoles comme Alzate et les savants, enfin les Espagnols envoyés diriger ces institutions, qui se cristallisent par exemple dans la dispute sur la nomenclature de Linné, enfin l'introduction de la taxonomie linnéenne au Mexique, qu'Alzate refuse parce qu'il pense qu'il faut conserver les noms en nahuatl qui ont des informations importantes sur les usages des plantes. Donc on voit là dans cette idée de difficulté à faire cette synthèse entre science européenne universelle et en même temps nature et particularité du Nouveau Monde. Et enfin, cette période de synthèse qui commence avec l'arrivée de Humboldt en Nouvelle-Espagne en 1830. Donc, le moment créole, pour lui, c'est le plus intéressant. Les créoles tentent d'introduire en Nouvelle-Espagne les paradigmes, je cite, les paradigmes ou schémas européens et de les diffuser dans leur environnement. Et en même temps, ils essayent d'incorporer à ces schémas la réalité qui était la leur. Mais cela vient avec donc, ce conflit qui se résout de façon dialectique par cette synthèse humboldtienne. Dans les années... voilà, ça c'était la citation que je viens de lire. Dans les années 1980, Elias Trabulce propose une interprétation différente des Lumières mexicaines, beaucoup moins antagoniste que celle de Moreno, beaucoup plus axée sur l'histoire des sciences, où il s'agit de comprendre retracer l'émergence de la science moderne au Mexique. Et donc, dans sa chronologie à lui, on voit bien que c'est ici vraiment les institutions et notamment l'éducation, enfin l'adoption des théories européennes par certains créoles, puis leur diffusion plus massive grâce aux institutions scolaires, qui permet cette diffusion de la science moderne. Et donc, les hommes de sciences créoles ont des conflits, mais
ils ont une ardeur commune, celle de la culture des sciences. Et c'est lorsque l'effort officiel de la couronne qui s'associe à ce courant créole éclairé que des centres remarquables émergent. Et c'est là que s'est cristallisée une grande partie. Donc pour lui, la synthèse vient avec les institutions créoles et pas avec Humboldt, dans une vision beaucoup plus réformiste et beaucoup plus institutionnelle que celle de Moreno, qui voyait plutôt dans les savants créoles un défi contre l'absolutisme des Bourbons. Le processus éclairé, selon Trabulce, a atteint sa meilleure et plus fructueuse expression avec les réformes des Bourbons qui se sont déversées généreusement dans les colonies, stimulant et généralisant ce qui avait auparavant seulement été les efforts obstinés et méritoires d'un petit nombre. L'action directe du despotisme éclairé a trouvé un terrain fertile dans le domaine de la science au Mexique, qui est devenu le centre de la modernité spécifique le plus avancé de tout le continent, et dont les institutions éducatives n'ont pas été égalées, selon Humboldt, même par celles des États-Unis. Alors ici, c'est intéressant et important, cette citation, je crois, est des années 90, et on voit bien que apparaît ici la mise en avant des spécificités mexicaines vis-à-vis des États-Unis, qui vont devenir un facteur de plus en plus important avec l'histoire propre des relations entre l'Amérique du Nord et leurs voisins, les États-Unis du Mexique. Et cela me mène à ma troisième partie, des Lumières mexicaines, puisque c'est dans ce rapport problématique aussi bien à l'Europe qu'à l'Amérique du Nord que les Lumières mexicaines deviennent au XXIe siècle un site privilégié pour étudier des histoires alternatives du développement de la modernité, en rejetant les schémas des fusionnistes et en décentrant l'Europe. Par exemple, les particularités des Lumières mexicaines, donc catholiques et patriotiques, ont été relues au début des années 2000 dans une optique postcoloniale par des historiens tels que Jorge Cañizares Esguerra dans son livre « How to Write the History of the New World », où il affirme que les écrits des savants créoles mexicains, donc tout ce qu'on a vu, enfin, pas tellement Benito Díaz de Gamarra, mais Clavijero, Alzate, ont joué un rôle central dans le développement des techniques historiographiques modernes. Donc il s'agit ici, la question c'est, ce n'est plus le développement des sciences dures, on va dire, ou physiques ou naturelles, mais plutôt la science de l'écriture de l'histoire. Technique historiographique moderne fondée sur un nouvel art de la lecture et de la critique des sources historiques. Technique éclairée qui repose sur une épistémologie patriotique créole. Donc, il fait une espèce de synthèse entre la question classique de 1955 de la querelle du Nouveau Monde exposée par Antonello Gerbi sur les polémiques au temps des Lumières sur la nature et l'histoire de l'Amérique, et l'œuvre de David Brading, donc historien anglais qu'on avait vu tout à l'heure pour son livre sur les miners and merchants, qui, au début des années 90, fait un grand livre sur l'histoire intellectuelle des idéologies politiques en Amérique latine. Suite à ses recherches entreprises dans les années 1970 sur les origines du nationalisme mexicain, qui s'inscrivaient dans le sillage des travaux des années 1950 des historiens mexicains qui avaient travaillé sur le culte de la Vierge de Guadalupe et sur les origines de l'indépendance, ainsi que sur Gerbi, et pour lequel Brading donc, avait identifié une idéologie politique qu'il appelle le patriotisme créole, à l'instar des travaux de l'école de Cambridge sur les origines de la révolution d'indépendance américaine, nord-américaine, et la tradition du républicanisme classique. Et donc, il fait le pendant hispano-américain en retraçant une longue histoire depuis le XVIIe et XVIIIe siècle de cette tradition patriotique qui est un mélange entre la nostalgie du temps de la conquête, un récit de la grandeur des civilisations indigènes, aussi bien aztèques qu'inca pour le cas du Pérou, et l'importance de l'apparition mariale de la Vierge du Guadalupe en Nouvelle-Espagne. Cañizares déplace la focale
Donc, des idées politiques à la question de l'épistémologie. Cette épistémologie patriotique créole refuse aux étrangers la capacité de comprendre l'histoire et la réalité américaine et propose des manières non eurocentriques d'écrire l'histoire, modifiant ainsi la cartographie et l'idée même des Lumières et trouvant dans les savants mexicains du XVIIIe siècle les prémices du postcolonialisme subalterne. Donc déplaçant aussi, disons, l'origine de l'historiographie moderne plutôt que Ranke au XIXe siècle en Allemagne, Clavijero au XVIIIe siècle, mexicain exilé en Italie. Cette épistémologie patriotique, donc aussi bien chez Clavijero que par les savants mexicains comme Alzate dans leur examen des objets savants du Nouveau Monde, inviterait à se poser la question de « Whose Enlightenment was it anyway ?» du nom de c'est le titre d'un de ses chapitres, qui questionne donc l'hérésie des fusionnistes des sciences et fait des Lumières mexicaines l'origine et le centre de la pensée subalterne. Plus récemment, je passe très vite des... Ah oui, il y a un problème, mais j'avais... c'est pas grave. Plus récemment, tout récemment, il y a plusieurs œuvres qui élargissent le questionnaire plutôt que seulement les savants, donc aux questions du droit, les ordinary litigants, et aux questions, par exemple, des hôpitaux qui s'occupent de malades mentaux, pour, par exemple, revoir des récits sur l'émergence du droit moderne ou l'émergence de la gestion moderne de la folie, en montrant par exemple que ici c'est par des religieux et des inquisiteurs que cela se fait, ou dans le cas des litiges par des gens communs en Nouvelle-Espagne. En conclusion, si pendant longtemps l'idée des Lumières dans le monde hispanique semblait absurde, au cours des 100 dernières années, il n'est plus du tout difficile d'énoncer le terme de Lumière mexicaine grâce aux travaux qui ont montré que les espaces hispano-américains n'étaient pas isolés du reste du monde et qu'ils ont connu des développements culturels, sociaux et intellectuels qui permettent de dépasser la dichotomie entre phénomènes endogènes et exogènes. Il me semble, juste pour conclure, que c'est intéressant de remarquer que si au début ces historiographies étaient très reliées entre les différents espaces, au fur et à mesure que, par exemple, l'historiographie mexicaine s'est autonomisée et solidifiée, elle s'est aussi, je pense, ces historiographies se sont déliées les unes des autres, ayant moins de dialogue entre elles, ce qui est sans doute dommage parce que, du coup, les définitions des Lumières qui au début étaient très, pas homogènes, mais partagées, disons, se sont démultipliées sans qu'il y ait un véritable effort non plus de définition de ce qu'on entend par Lumière et qui serait peut-être le chantier pour la suite. Merci beaucoup.